Béatrice Musso, bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous sur le Grand JT. Vous êtes présidente de Les Amis des Enfants du Monde. Les Amis des Enfants du Monde, c'est une ONG qui a été créée en 1976. Vous y êtes déjà depuis 15 ans. Exactement. Vous êtes avec eux depuis un petit moment. L'association a pour but d'accompagner le développement global des enfants qui sont à la fois des familles défavorisées, c'est bien ça, des familles dans leur ensemble, pour les aider à grandir, à les accompagner dans la scolarité, aussi dans leur santé mentale et physique. Tout à fait, c'est ça. Donc, comme vous l'avez dit, l'association, nous avons fêté nos 50 ans cette année. L'association donc, a été créée en 1974 autour de la guerre du Vietnam et s'est généralisée en devenant les Amis des Enfants du Monde. Nous sommes une association basée dans le 92, donc dans les Hauts-de-Seine, avec pour objectif, comme vous l'avez dit, de prendre en charge le développement global des enfants, de l'enfant, en se fondant bien sûr sur la Convention internationale des droits de l'enfant de 89, puisqu'on estime que tous les droits, et c'est la Convention qui l'estime, que tous les droits sont équivalents. Vous avez cité en champ d'action prioritaire l'éducation, on a aussi la santé, le droit à l'identité. On vient aussi en soutien ou en aide aux enfants isolés, aux enfants des rues. Oui, parce que vous parlez du 92 des Hauts-de-Seine, donc la France, mais en fait vous êtes présente dans 14 pays, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Alors quelles sont vos actions dans les pays en question? Alors déjà, si vous me permettez, le siège est dans le 92, donc à Montrouge précisément, mais nous sommes une association nationale, c'est-à-dire que nous avons des bénévoles, nous couvrons à peu près toute la France, et nous avons des bénévoles à peu près dans toutes les régions, puisque nous sommes 800 bénévoles avec 3 salariés. Quant au champ d'intervention, nous intervenons dans 14 pays. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, mais à peu près sur tous les continents. Je vous en donne quelques-uns. Le Honduras, le Guatemala, Haïti. Sur le continent africain, nous sommes présents au Burkina Faso, au Sénégal, l'Éthiopie. En Asie, en Inde, Cambodge, Vietnam, Philippines, notamment le Liban, avec l'actualité dramatique qu'on connaît actuellement. Et en 2018... nous avons fait le choix d'apporter aussi un soutien à des programmes français et plus précisément de venir en aide aux migrants. Donc nous soutenons 2 autres associations que les téléspectateurs connaissent peut-être, Utopia 56 et Hors la rue. Voilà, globalement présenté. Je ne vais pas citer tous les pays, mais... C'est effectivement un programme qui se joint à d'autres programmes déjà existants, puisque vous parlez d'autres associations qui déjà luttent contre la pauvreté, contre justement ces situations de détresse que peuvent connaître les enfants du monde. Vous parlez par exemple d'Utopia 51, c'est ça? 56. 56, oui. 56. De quelle manière vous arrivez à joindre vos expériences et vos projets? Alors, on part de l'idée que pour faire une solidarité internationale efficace, les projets doivent venir de partenaires locaux. Donc ça, c'est vraiment notre singularité, peut-être, par rapport à d'autres organisations de solidarité internationale. Donc les programmes sont initiés par des partenaires locaux. Si on prend, par exemple, les Philippines, ce sont des bénévoles philippins, des associations philippines qui vont nous proposer des projets, des programmes. Alors ça se fait dans le cadre de missions, puisque nos équipiers vont en mission à peu près tous les ans ou tous les 18 mois. Et on vient en soutien, en apport financier. Mais nos partenaires nous disent, vous n'êtes pas simplement des financeurs, vous êtes aussi un petit peu, je reprends leurs mots, des bailleurs à visage humain, parce qu'on se rend en mission, on les accompagne, on les soutient. Mais j'insiste bien sur notre singularité du fait que ce sont vraiment des projets initiés par les partenaires locaux. Parce qu'on part de l'idée que ce sont nos partenaires locaux qui connaissent le mieux les besoins des enfants défavorisés. Bien sûr, ils connaissent bien effectivement le terrain. On peut citer peut-être 1 ou 2 projets qui vous tiennent à cœur, qui sont effectifs en ce moment par exemple, alors, pour qu'on puisse se rendre compte effectivement de l'impact. Oui, alors écoutez, je prendrai l'exemple peut-être lié à la triste actualité du Liban. Oui. Nous avons un seul partenaire au Liban, mais un partenaire fidèle, enfin plutôt nous sommes fidèles à ce partenaire, mais ça marche dans les 2 sens, c'est l'association Libami, puisque nous les accompagnons depuis maintenant 1992, et sa présidente rappelle que le soutien est pour eux essentiel. Nous avons eu encore des nouvelles hier par... la présidente de cette association. Donc très concrètement, là leur local a pu réouvrir. Ils sont au centre de Beyrouth. Ils viennent en aide aux familles. Alors ça peut être un soutien matériel, ça peut être aussi, puisque les écoles privées et semi-privées ont pu malgré tout réouvrir ces jours derniers,
Donc, ils peuvent continuer par ce biais-là à faire l'école et aussi, et c'est là l'approche globale de la prise en compte des besoins des enfants, non seulement faire cours, mais aussi leur permettre d'avoir un repas, malgré le contexte tragique de la guerre, un repas le midi. Ensuite, il y a une écoute aussi téléphonique d'une psychologue au sein de l'IBAMI qui arrive quand même à faire le lien encore avec les familles, parce qu'il faut savoir que les familles de Beyrouth hébergent souvent dans des logements exigus les réfugiés du Sud qui viennent se réfugier du côté de Beyrouth. Donc c'est en fait à la fois par exemple pour l'IBAMI en question, l'aide que vous apportez via les Amis des enfants du monde, c'est une aide évidemment financière. Est-ce qu'il y a aussi pour tous ces enfants qui sont dans une situation de détresse, on l'a dit, en l'occurrence au Liban, elle est assez évidente malheureusement du fait de l'actualité, à la fois sur l'éducation, sur la santé, sur la prise en charge, est-ce que c'est aussi complet, c'est-à-dire pour tous ces enfants qui sont éloignés de leur famille ou qui d'un coup se retrouvent esselés, abandonnés? Est-ce qu'il y a un recueillement aussi qui est fait? Un accueil? Un accueil, vous voulez dire au sein de l'IBAMI? Pas dans cette structure-là, pas dans le cadre de l'IBAMI. L'objectif de l'IBAMI, c'est plutôt de soutenir les familles qui elles-mêmes viennent en accueil de parents qui viendraient se réfugier, si je puis dire, chez eux. Mais tous nos programmes sont différents, même s'ils tournent tous autour d'une prise en charge globale ou holistique, comme on dit, des besoins des enfants. Donc ça peut être, par exemple, si je prends un exemple de l'Éthiopie, des orphelinats, donc là qui prennent en charge des enfants qui n'ont pas pu faire l'objet d'adoption parce que notamment atteints du VIH, donc ils sont restés dans cet orphelinat. Là, par définition, parce qu'ils sont orphelins, il y a une prise en charge, il y a un accueil, comme vous disiez tout à l'heure, avec encore un soutien global, la scolarisation, la santé, l'approche psychologique des enfants. Vous parliez tout à l'heure d'identité aussi. Oui. C'était peut-être un sujet qui est un peu plus abscon pour ceux qui nous regardent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, alors moi, j'aime bien le concret, donc on peut prendre l'exemple de Madagascar, où nous sommes en soutien d'une association qui s'appelle Koloai et qui estime à juste titre que le droit à l'identité est un droit qui est consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant. Et on sait que l'état civil qui est très présent en France, c'est pas comme ça dans tous les pays. Et donc cette association œuvre pour que les enfants puissent avoir une identité. Pour continuer sur l'exemple de Madagascar, le délai pour déclarer son enfant est très court, comme chez nous, c'est 3 jours. Sauf qu'il peut y avoir des problèmes de transport. Donc quand l'enfant n'est pas déclaré dans les 3 jours, l'enfant n'a pas d'identité. Ah, c'est dans ce sens-là, d'accord, dans la déclaration finalement de sa propre identité, dans sa déclaration juste de naissance. Voilà, c'est ça. De citoyenneté, en fait. Et qui peut avoir des incidences, puisque sans identité, l'enfant, et c'est surtout beaucoup les filles, ne vont pas pouvoir continuer leur scolarité. On peut peut-être faire les premières années de primaire, mais ensuite ne pourront pas aller dans le secondaire et donc leur vie scolaire s'arrêterait là. Donc c'est le droit à l'identité, voilà, ça passe par la reconnaissance d'un état civil en fait, pour pouvoir grandir en tant que citoyen et poursuivre sa scolarité. Beaucoup d'enfants vivent effectivement dans des situations de détresse, on le disait, dans le monde, et c'est absolument terrible. Et heureusement que vous êtes là pour lutter avec toutes ces associations sur place. Est-ce qu'on peut quand même redire à quel point les filles aussi sont les plus touchées de cette situation dans le monde, j'entends? Bien sûr, les filles sont les premières victimes, je dirais, en tant que personnes vulnérables. Donc là aussi, certains de nos programmes, notamment aux Philippines, mais pour ne prendre que cet exemple-là, il y en a bien d'autres. Notre volonté, c'est aussi de prendre en charge, si je puis dire, mais toujours par l'intermédiaire de nos partenaires locaux, les populations les plus fragiles. Et comme vous le dites, les filles en font partie. On vient d'écrire là un article sur les réseaux sociaux, Instagram, sur notre site aussi, justement sur le droit des filles, puisqu'on consacre chaque année en octobre une journée sur le droit des filles. Donc ça fait partie. Chaque jour. Oui, bien sûr. Voilà. Les filles, bien entendu, on a parlé des enfants malades qui étaient justement pas aptes, entre guillemets, à être adoptés, vous le disiez, en Éthiopie parce qu'atteints du VIH. C'est aussi le cas des enfants aussi en situation de handicap? Bien sûr, tout à fait. Donc ça aussi, ce sont des personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, et dans certains de nos programmes, nos partenaires prennent en charge ces personnes, ces enfants en situation de handicap, par une prise en charge médicale, mais par aussi une scolarisation, puisqu'il faut un petit peu une pédagogie alternative, que ce soit le handicap physique ou le handicap parfois mental. Et certains de nos partenaires, je pense là encore
aux Philippines, mais aussi au Burkina. On peut venir en aide à ces enfants handicapés qui ne seraient pas pris en charge par les structures étatiques, si je puis dire. Et ce sont des associations qui viennent au soutien de ce que peut faire l'État. Il est encore difficile de rappeler aujourd'hui les droits fondamentaux des enfants, des citoyens. Je pense qu'il est très difficile. Il n'y a qu'à regarder ne serait-ce que la France, parce que ça commence par la propre politique internationale de la France, où ce n'est que depuis la déclaration faite en décembre 2023 sur la politique internationale, mais cette fois humanitaire, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Je me permets ce petit rappel. Dans les associations de solidarité, il y a 2 grandes catégories. Les humanitaires, qu'on connaît sous le nom d'urgentistes, et les organisations de solidarité de développement. Nous faisons partie de cette 2e catégorie. C'est-à-dire que nous travaillons sur le long terme. Et pour venir à la déclaration de politique internationale, mais cette fois dans le cadre du contexte d'urgence, c'est la première fois, et ça c'est une petite bataille du groupe Enfance, qui est un collectif dont nous sommes membres, que l'État reconnaît la nécessité de prendre en compte de façon systématique l'enfance et les droits de l'enfant dans leur dimension globale, comme vous l'avez dit tout à l'heure. La protection de l'enfance aujourd'hui est vraiment mise à mal, on le voit partout, et ça a été de nombreuses fois, à la fois sur ce plateau, sur tous les autres plateaux de mes confrères journalistes, souvent dit, que ce soit par des éducateurs, des enseignants, des enfants eux-mêmes, des familles. Est-ce qu'à un moment, cette parole est portée aussi est-ce que vous avez l'impression d'être écouté par les politiques ? Alors, ça me permet de rebondir votre question sur une nouvelle activité qu'on développe au sein de l'association depuis une année, qui est une activité de plaidoyer. Parce qu'on estime que pour améliorer les droits des enfants et pour qu'ils deviennent effectifs, ça commence en amont. Avoir une incitation auprès des politiques, que ce soit les parlementaires ou les ministres, notamment le ministère des Affaires étrangères. Et donc, dans cette activité de plaidoyer, alors on ne peut pas le faire tout seul parce que nous ne sommes pas suffisamment une grosse association telle que l'UNICEF, donc nous nous joignons à d'autres associations, notamment dans le cadre de cette fédération, ce collectif qu'est le groupe Enfance, dont nous sommes membres. Et donc, nous développons cette activité de plaidoyer. Pas plus tard que cette semaine, nous avons encore signé une tribune pour militer en faveur des droits de l'enfant, pour une meilleure prise en compte des droits de l'enfant dans les politiques, tout simplement, dans la politique internationale, mais aussi dans la politique nationale. Merci beaucoup. Merci Béatrice Musso d'être venue sur le plateau du Grand JT. Merci à vous de nous avoir invités. Je suis ravie. Je rappelle que vous êtes présidente de Les Amis des Enfants du Monde. Merci. Merci beaucoup.